On a déjà vécu un super début de soirée. Depuis quelques minutes, j'ai dans la salle d'attente VIP Linda Bortoleto qui est déjà là, qui est déjà connectée. Elle ne le sait pas, mais je la vois depuis 3 minutes. Donc on va pouvoir avoir le plaisir de venir partager avec Linda son cursus, ses expériences de vie et continuer à avancer ensemble sur tout ce qu'elle a pu mettre en place dans sa vie pour avancer et déployer son propre leadership. Linda, je vais en dire quelques mots tout de suite et je vais la laisser parce que je pense que c'est mieux de faire comme ça, se présenter derrière. Elle a été officier dans l'armée de l'air et à un moment donné de son parcours, elle a rencontré, à cause d'un problème de dos, un problème d'inaptitude au pilotage. Imaginez à quel point ça doit être excessivement difficile à vivre. Et du coup, elle a engagé un switch absolument incroyable pour devenir une aventurière, une exploratrice. Et c'est pour ça que j'ai tellement de plaisir à l'avoir parmi nous ce soir. Il y a encore quelques jours de ça, Linda était encore à l'autre bout de la planète. Elle va nous raconter tout ça. Je vous invite à accueillir chaleureusement Linda. Bonsoir Linda. Alors, il te faut activer ton micro. Bonsoir Nicolas, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très 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 bien. Où est-ce que tu étais? Fabien m'avait dit que tu étais loin là il y a quelques jours de ça. Où étais-tu? Je suis partie en Équateur C'est pendant ça. 1 mois et demi pour une formation en tantrisme et en chamanisme. Oh, bah alors là, ça t'apporte des sujets comme ça, là, je m'attendais même pas à ce qu'on ait ça. Excellent. C'est original, j'imagine. Ouais, mais c'est moi ce que j'aime dans ce sommet, c'est qu'on ait des approches autour du leadership et donc l'expression et la conscience de soi les plus vastes possibles. Donc, tu sais quoi, je ne vais pas m'interdire qu'on les aborde parce qu'ils sont fascinants et que je suis convaincu que vraisemblablement pour le premier des deux, il y a peu de gens qui sont très alertes sur ce qu'on peut y mettre derrière. Donc, ça va être très riche. Ça va être, J'imagine. ça va être très, très riche. Merci beaucoup d'être là, Linda. Merci de nous donner de ton temps. Est-ce que Merci à toi pour l'invitation. je t'en prie avec joie, vraiment avec joie. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire qui tu es de façon plus complémentaire que ce que j'ai fait? Oui, bien sûr. Alors déjà, voilà, tu as révélé ma première partie de vie parce qu'en fait, moi, de façon caricaturale, j'ai eu une première vie et là, je suis dans ma nouvelle vie depuis 10 ans. Et cette première vie, elle commence à l'armée puisque j'étais officier dans l'armée de l'air. Je voulais être pilote de chasse, c'était mon rêve de petite fille, hein, même si ça peut paraître original pour une petite fille. Mais voilà, je rêvais d'aventure, je rêvais d'action et mon papa étant lui-même pilote, donc forcément de façon inconsciente, il y a eu un transfert. Bien sûr. Mais voilà, je voulais quelque chose qui aille très vite, aller au-delà des frontières, d'où mon choix de devenir pilote de chasse. Donc j'ai intégré l'école des officiers de l'armée de l'air en 2001 quand j'avais 20 ans. Et là, comme tu l'as dit, premier échec, gros échec et grosse désillusion dans ma vie, outre la sélection académique parce qu'on passe un concours, il y a une sélection physique et là les médecins me détectent une scoliose et me déclarent inapte au pilotage d'avions de chasse. Et la médecine militaire étant ce qu'elle est et ne prenant pas de risques, le médecin face à moi de façon très froide et très mécanique me dit bon et puis je vous déclare aussi inapte au pilotage d'avions de transport et inapte au pilotage d'hélicoptères et inapte au parachutisme militaire. Là, Donc en gros, j'étais clouée au sol, j'avais 20 ans, mon rêve s'envolait sans moi et premier lutteur, oui. et ça a été compliqué à gérer parce que bah voilà, à 20 ans, aucun recul sur la vie, premier échec et surtout que c'était un échec complètement indépendant de ma volonté puisque c'était un problème physique hein, qu'on peut assimiler à un handicap. Et en fait, je suis quand même à l'école de l'air, je vois mes camarades de promotion qui ont passé le même concours, qui eux vont réaliser ce rêve. Et en fait, je commence à être frustrée et je me dis, bah 20 ans déjà frustrée, c'est mal barré dans ta vie. Et plutôt que continuer sur cette voie, quelque part, cette épreuve m'a transmis un enseignement que j'ai toujours appliqué dans ma vie depuis, qui est accepter un moment, accepter l'obstacle, l'épreuve et ce handicap en l'occurrence, et regarder au-delà. Et qu'est-ce qu'il y avait au-delà? En fait, bah, à un moment, j'ai vu une porte de sortie qui me permettait d'intégrer l'école des officiers de la gendarmerie nationale.
Donc du coup, j'ai switché, j'ai basculé dans une autre école, j'ai recommencé. Je suis devenue officier de gendarmerie pendant donc en fait là j'ai fait 7 ans de carrière. Donc j'étais lieutenant de gendarmerie. J'étais affectée dans le Nord chez les ch'tis où je commandais 150 gendarmes. Et en fait, c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est que finalement, je rêvais d'action. Donc l'action que j'avais un métier de terrain, j'avais un métier de commandement. J'étais la première femme affectée à ce poste et du coup, c'était hyper palpitant parce que voilà, le métier de commandement à cet âge-là, c'était unique et dans l'armée de l'air, j'aurais jamais eu ça. Et sauf que en moi commençait à s'éveiller une sorte de malaise qui était aussi ce besoin de liberté. Ah, Or, le système militaire, très cadré, la hiérarchie très pyramidale, on peut rarement faire pire. Mais bon, voilà, j'étais jeune. Là, tout à l'heure, j'écoutais la fin de l'intervention de Régis. Il parlait d'intelligence émotionnelle, se connecter à ses émotions. Sauf on n'apprend pas ça à l'école et encore moins à l'armée. Donc, en fait, j'étais une tête qui ne fonctionnait pas avec le reste du corps, hyper rationnelle, hyper cartésienne, et je refoulais complètement mon mal-être, mon malaise, et je continuais sur ces rails. Je passe capitaine quand j'ai 27 ans. Et là, je demande plein de postes à l'international parce que justement, je rêve de l'étranger, de découverte. Et là, un beau matin, un fax arrive et j'apprends que je suis affectée au ministère des Finances à Bercy, à Paris. Donc un poste complètement administratif, politique. Le truc qui n'a rien à voir, en fait, j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie pour arriver là? Sauf que, en fait, en plus, sur le papier, c'était un très très bon poste, mais ça correspondait absolument pas à mon premier rêve, qui à la base était voilà action, aventure. Mais voilà, la petite fille qui fait bien, voilà, qui dit oui, qui ne sait pas dire non et qui voilà belle carrière. Je m'étais mariée entre temps, donc je suivais tout ça sur des rails. Donc, je suis mutée, donc je suis détachée au ministère des Finances à Bercy pendant 3 ans où je gère les réformes de l'État à l'époque de Sarkozy. Donc ça remonte maintenant à 2008, de 2008 à 2011. Et en fait, en 2009, le déclic que j'ai eu, tout à l'heure tu parlais de conscience. En fait, ça a été ma première grande prise de conscience parce que mon père meurt. Et là, en fait, je suis face à ma vie et face à moi-même, en fait. En étant confrontée à la mort de mon père, tout s'effondre. Et en fait, ça me renvoie à ma propre vie par effet miroir, par un effet de symétrie. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qui suis-je en fait? Qui est cette fille qui est là, qui a bien réussi sous tous les angles? C'était très bien, une belle situation sociale, personnelle, mais sauf que ça ne me correspondait pas. J'étais devenue complètement étrangère à moi-même. Et donc là, il y a 2 ans de lourde introspection où ça a été très compliqué parce que j'ai le deuil de mon père, la disparition de mon père à gérer. Et en plus, je suis quelqu'un de très solitaire, donc je partageais peu sur mon mal-être. Et puis en même temps, je sens que je suis plus à ma place, ni dans mon mariage, ni professionnellement dans ma carrière. Et en fait, là, je prends une décision radicale qui est de tout quitter. Donc je démissionne, je divorce. Je fais ce travail introspectif qui est en gros qu'est-ce qui m'a mené là et qu'est-ce qui me faisait vibrer à la base, qu'est-ce qui faisait que je riais, que j'avais envie de vivre. Et c'est ce que j'avais envie, en fait, j'avais envie de vivre, j'avais plus envie de survivre, j'avais plus envie de paraître, de faire semblant. Et en fait, ma vérité, bah, elle s'est trouvée bah, dans l'aventure, dans le voyage, dans finalement ce qui m'avait guidée vers l'armée, sauf que bah, cette voie-là ne m'a pas apporté ce que j'attendais. Et en fait, je me suis dit, bah, plutôt qu'attendre, je vais prendre mon destin en main et je vais réaliser. Je ne savais pas comment, mais en tout cas, j'avais cet objectif de construire ce rêve de devenir aventurière. Et donc, après avoir tout quitté, je suis partie donc en 2011, il y a quasiment 10 ans maintenant, pour ma première expédition pendant 6 mois où je suis partie vivre avec des nomades éleveurs de rennes à l'extrême orient de la Sibérie, donc tout au bout de la Sibérie, au Kamchatka. Donc vraiment, là, on prend la carte, on est vraiment au bout de la Sibérie. Derrière, il y a la mer de Bering. Et sur la carte, je vois ça. Et en fait, il y a un archipel d'îles qui s'appelle les îles Aléoutiennes. Et derrière, il y a l'Alaska. Ben, je me suis dit, je vais faire 3 mois avec les nomades éleveurs de rennes au Kamchatka. Et après, je vais basculer de l'autre côté et découvrir l'Alaska que j'ai traversé à vélo.
Ça a été le début de la grande aventure qui s'est jamais terminée, puisqu'aujourd'hui, voilà, j'ai continué de voyager depuis 10 ans, faire des expéditions. Je suis retournée en Sibérie, j'ai passé beaucoup de temps dans l'Himalaya où j'ai vécu avec des nonnes bouddhistes, le Moyen-Orient, je suis allée en Israël, en Palestine, en Turquie, et l'année dernière, la cordillère des Andes où j'ai traversé à pied la partie chilienne de la cordillère des Andes, et entre-temps, j'ai écrit des livres et je donne des conférences. Et donc j'ai écrit 3 livres et le 4e sort dans un mois. Alors, parle-nous-en, c'est l'occasion, autant que ça serve. Si Alors tu veux. mes livres, en fait mes livres à la base sont sur la base de voyages évidemment. Ce sont on va dire la trame, ce sont des récits de voyage. Mais ce qui m'intéresse au-delà du voyage, c'est pas voyager pour voyager, même si voilà, il y a la grande richesse du voyage qui est se confronter à la diversité, à la nature aussi, parce que ce qui m'anime, c'est vraiment ce côté nature sauvage, vivre dans une nature à l'état pur et revenir avec vraiment des mécanismes de survie instinctifs, en fait, renouer avec ses instincts. C'est comme ça que j'ai découvert, que j'ai apprivoisé ma voix intérieure, l'intuition, que j'ai pu justement me reconnecter avec mes émotions, et ça passe par le corps. Il n'y a rien de mystique là-dedans, c'est vraiment apprendre à écouter son corps. Et comme toutes ces régions-là, en fait, je les traverse soit à pied, soit à vélo, j'ai vraiment noué une grande, grande relation avec mon corps, apprendre à écouter les signaux que m'envoyait mon corps, quitte à des fois se planter parce que c'est humain et c'est comme ça qu'on apprend. Et du coup, ces livres, à chaque fois, il y a, outre le fait que ce soit du voyage, il y a toujours ce côté quête intérieure, voyage initiatique. Qui suis-je, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Donc ça, c'est vraiment le premier livre qui est mon changement de vie, ma vie d'avant, ma vie d'après, cette transition marquée par la mort de mon père. Ensuite, j'ai voulu écrire un manifeste parce que quand je suis rentrée en France, je me suis rendu compte que ce changement que moi j'avais fait toute seule dans mon coin, en fait, il y avait beaucoup de gens qui aspiraient à changer mais qui n'osaient pas. Mais Hmm. pas forcément changer radicalement de vie, ça pouvait être changer de métier, changer de ville, euh, changer de poste même au sein même d'une entreprise. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point, enfin, cette démarche, en fait, elle n'était pas anodine, elle pouvait inspirer les autres. Et c'est pour ça que j'ai écrit un manifeste sur l'audace, sur le fait d'oser, qui s'appelle L'audace nous rendra libres. Et je m'appuie sur mes expériences. Et en plus, je fais un grand, grand parallèle avec la marche parce que, bah, en fait, souvent on se dit, bah, comment je vais monter ce projet qui paraît énorme, ou comme moi, des fois, quand j'ai traversé la cordillère des Andes au Chili à pied, c'est 3000. Enfin non, en tout c'était 3000, mais je pouvais pas le faire en une saison. Donc je visais 1700 kilomètres à pied. Au départ, quand je commence, la première journée, je vois que j'ai fait 20 kilomètres. Je me dis putain, comment je vais arriver à la fin? Mais en fait, on se rend compte que c'est petit à petit. Et la marche, je trouvais que la métaphore avec la marche était très parlante. Et donc ça, c'est le 2e livre. Le 3e livre, c'est mon expérience en Israël. Donc j'ai traversé Israël à pied. Et là, c'était intéressant parce que j'ai voulu aborder ce pays où il y a énormément de préjugés. Et moi, en fait, justement, ma démarche de voyage, en fait, elle est dans l'ouverture à l'autre, dans l'ouverture à une culture et dans le lâcher prise, en fait, à ce qui est. C'est-à-dire, pour justement m'ouvrir à l'autre, en fait, il faut un moment lâcher prise à ce que nous-mêmes on pense, à ce que les autres nous renvoient, parce qu'en fait, ça nous bloque dans notre propre évolution. Et en fait, ça a été une formidable expérience là-dessus, Israël, c'est-à-dire qu'à un moment, comment j'oublie tout ce qui se dit sur ce petit coin du monde, mais qui est très volcanique en soi par rapport aux énergies, par rapport à ce qui se passe, mais en même temps qui est magnifique. Et ça a été vraiment un grand apprentissage au plan humain par rapport à la diversité du pays, où j'ai rencontré des gens qui venaient de tous endroits, de toutes croyances, de toutes religions. Et en même temps, ce rapport à la nature aussi qui est très fort, et notamment avec le désert au sud du pays, que ces 3 semaines de marche à pied où j'ai fait cette traversée du désert qui était simplement fabuleuse, où en fait justement quand moi je parle de quête intérieure, à un moment, j'ai marché dans la montagne, j'ai marché dans la toundra en Sibérie, j'ai marché dans la montagne dans l'Himalaya, mais cette marche dans le désert, jamais autant j'ai été face à moi-même.
C'est-à-dire que moi, je prends l'image de la machine à laver. Le désert, en fait, ça vous remue. C'est le truc qu'on veut pas voir en soi. Il suffit de marcher dans le désert et en fait, le désert va nous le renvoyer. En fait, c'est ce Mmh. que j'ai expérimenté dans le désert et ça a été extrêmement riche par rapport à ma découverte intérieure. OK. Donc ça, c'est le troisième livre. Parle-nous Et donc de le dernier, donc celui qui sort dans un mois, que j'ai terminé d'écrire en octobre dernier, qui retrace mon expérience de marche sur la cordillère des Andes au Chili. Mais c'est une marche particulière parce que il y a 1 an et demi, j'ai été agressée violemment en Turquie où j'ai risqué de perdre la vie. Et une personne a essayé de me violer, de me tuer. Et du coup, en fait, derrière, c'était extrêmement compliqué pour me refaire confiance, pour renouer avec mon intuition parce que tout était parasité en moi et pour repartir seule après avoir vécu ça. Et du coup, en fait, j'ai décidé de partir marcher au Chili jusqu'en Patagonie. Et en fait, l'histoire, en fait, c'est celle-ci, c'est l'histoire d'une marche, mais derrière la marche, c'est l'histoire d'une reconstruction. mmh, excellent, waouh. Je vous invite comment, as-tu le titre déjà? Le prochain livre, il s'appelle Le souffle des Andes. Voilà, notez bien Le souffle des Andes. OK, Il paraîtra chez Payot. magnifique. Bon, là, le truc, c'est que j'ai déjà pris plein de notes, donc j'ai plein de questions ou de points à soulever avec toi. Tu as utilisé plusieurs fois le terme de quête, et la quête, c'est quelque chose qui moi, m'anime particulièrement. J'ai déjà pu travailler sur le sujet de la quête et identifier que une quête, en fait, ça a plusieurs caractéristiques, ça a 5 caractéristiques. La première, c'est que il y a un objet précis et un challenge qui correspond à une quête. Ensuite, euh, ça nous ramène à une notion de dépassement personnel et de challenge. Donc ça, je pense que tu l'incarnes, mais tellement. Ensuite, une quête, une quête, ça requiert un sacrifice par rapport au confort, notamment. Et tu nous parles, j'ai noté, de retour à se confronter à la nature sauvage pure. Donc, pour le coup, sacrifice par rapport au confort. Je n'imagine pas. Je pense qu'on peut même pas imaginer ce que c'est. Ensuite, une quête, c'est dirigé par une mission ou un appel personnel. Et c'est là où je pense que ta non-aptitude au niveau de l'armée t'a rendu service pour réorienter la lumière, comme toutes les lumières que j'ai autour de moi, en direction de ta mission et de cet appel personnel. Et puis, une des dernières caractéristiques d'une quête, c'est que et c'est incroyable parce que ces caractéristiques-là, je les connais et en fait, tu nous les as livrées indirectement. Ça, ça requiert de petites étapes. Et tu vois, quand tu nous parles marcher 20 km, 1700, etc., ça requiert des petites étapes et des progrès réguliers du début à la fin avec, je suis fan de la PPP, la politique des petits pas. Donc, pour le coup, merci d'être là. Et les actions quotidiennes imparfaites, mais qui nous font avancer. Et ce qui est chouette dans une quête, c'est qu'une quête, ça a ces 5 caractéristiques-là, mais surtout, ça a 2 bonus. Ça nous aide à devenir une meilleure personne, d'une part, et puis potentiellement, ça génère plaisir et émerveillement en nous et dans les autres comme on le partage. Donc merci d'apporter cette notion de quête parce qu'elle est peu partagée, peu utilisée, et je trouve qu'elle vibre et elle rayonne tellement avec ce que tu nous as dit. J'ai une question que je voudrais te poser. Sur ton intuition, tu nous as rappelé, et oui, ça fonctionne comme ça, que l'intuition, c'est très connecté au corps et c'est le corps qui nous donne des signes de notre intuition. Pourrais-tu nous en parler davantage sur comment toi, tu captes des signaux qui émanent de ton corps pour te fier à ton intuition, s'il te plaît, Linda? Ouais, complètement, parce que ça a été vraiment, je dirais que ça a été le premier élément qui m'a poussée dans le changement de vie. Quand j'ai fait ce changement radical quand j'avais 30 ans, donc il y a 10 ans, déjà, pourquoi, enfin, souvent on me dit, mais ça a été un changement hyper brutal parce que voilà, sur le plan perso et sur le plan professionnel, quoi. Il y a eu les deux choses à gérer, plus le deuil de mon père en même temps, qui est sous-jacent à tout ça. Donc ça a été très obscur, hein. J'étais vraiment, là j'en parle rapidement, mais bon, c'est Oui, 2 ans très très compliqués. Mais bon, voilà, comme tu parlais de lumière, voilà, c'est aussi dans l'obscurité qu'on perçoit la lumière et absolument. justement, cette lumière, à un moment, donc déjà, mon corps me disait que j'étais pas à ma place, que j'étais arrivée à un point de ma vie où j'étouffais. J'avais du mal à respirer, je pouvais le sentir en fait. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quand je me suis dit, OK, je sais ce que je ne veux pas, ça souvent c'est évident, mais la grande question, et de nombreux philosophes depuis des siècles et des millénaires s'y sont penchés, c'est qu'est-ce que je veux? Qui suis-je? Quel est le sens de ma vie?
Et c'est super compliqué parce qu'il y a personne qui nous apprend à répondre à ça. Et il y a que nous, finalement, qui pouvons répondre à ça. Et c'est là, en fait, je me souviens encore, quand je me suis dit, en fait, j'ai commencé à sortir de mon propre milieu, à rencontrer des gens qui faisaient des métiers autres que celui dans lequel j'étais, quoi. Donc, des gens qui n'étaient pas dans l'armée ou qui n'étaient pas au ministère des Finances, là où je travaillais. J'ai commencé à rencontrer des journalistes, des gens des entrepreneurs, des gens du monde du monde artistique, des artistes. Et pour le coup, les artistes, eux, ils étaient dans la pure expression de ce qu'ils sont, quoi. Même carrément l'extrême, des fois, très, très chaotique. Mais à un moment, je me suis dit, mais moi, c'est quoi mon art? C'est quoi le truc qui me fait vibrer? C'est quoi le truc qui me donne envie de sourire, qui me donne envie de me lever le matin? Et en fait, c'est là où, en fait, où j'ai réorienté mon regard sur mon enfance. Et en fait, le truc du voyage, mais c'était évident. Dès que je parlais de voyage, j'avais des étoiles dans les yeux. Et tu parlais, pour répondre à ta question sur l'intuition, ça se passe au niveau du ventre, pour moi, les tripes, au niveau du bide. C'est-à-dire que j'ai cette sorte de, tu vois, on allume le gaz et pouf, ça Ouais, s'allume, quoi. ouais. C'est ça, c'est la flamme, c'est le feu. C'est le feu de la joie, c'est le feu de la transformation, et ce feu même qui, s'il n'est pas dompté, peut nous brûler. Mais en même temps, c'est un feu que si on arrive à l'apprivoiser, c'est le meilleur des carburants, quoi. C'est le moteur de nos cœurs, le moteur de la joie, le moteur de nos vies. Et c'est comme ça, en fait. Moi, c'est la plus belle voie, la voie de l'intuition, et la plus facile, je dirais, c'est cette voie de la joie qu'on ressent, enfin, du moins que moi je ressens au niveau des tripes, au niveau Ouais. du ventre. Ouais, c'est exactement ça. C'est une coach que j'ai eue par le passé qui me disait qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te déclenche de la joie? Donc c'est une façon de se la poser. Tu nous as donné les questions en plus. Ça, c'est vraiment riche parce que non, mais je veux les répéter pour l'audience pour que vraiment les gens qui entendent ça puissent se dire ah, ok, c'est comme ça que je peux y accéder, qu'on puisse aider aussi, tu vois, concrètement. Une autre question méga importante que tu as posée au regard de ces artistes, c'est tiens, et c'est quoi mon art à moi? Quel est mon art? Et en fait, on a Ouais. tous un art. On est tous des artistes. Simplement, parfois, on regarde à côté, on oublie de regarder c'est quoi mon art. Et je vous invite là, vous qui regardez cette vidéo, à vous poser ces questions-là. Qu'est-ce qui me met en joie? C'est quoi mon art? Qu'est-ce qui me fait rire? Mmh. Qu'est-ce qui me donne envie de vivre? Et moi, tu vois, quand je pose des questions, là, j'en ai les poils qui se hérissent sur les bras, ce qui est bon signe. Ce qui est bon. Et la certitude, c'est que même si on ne sait pas le comment, et tu nous en as témoigné à l'instant, Ouais. on va trouver au moins le départ du chemin vers Mmh. où on va aller. Tu es aventurière, tu marches beaucoup. Au moins trouver le départ du chemin, même si tu sais pas nécessairement au-delà de la colline ce qu'il va y avoir en fait. Et je pense que, tu sais Linda, moi mon truc c'est le couplage des pensées et des émotions. Et plus on met de la qualité sur les questions qu'on se pose, selon moi, plus on se permettra de trouver notre chemin, ce que j'appelle notre vision inspirée. Et ce type de questions que tu nous aides à mettre en lumière à nouveau ce soir, c'est absolument riche. Merci beaucoup pour ça. Bah, merci à toi. Euh, Et et je vois quelqu'un, justement, je rebondis là, je vois oui, quelqu'un qui vas-y. parle de vibration. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est la vibration, quoi. Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est comme si on était un instrument de musique. Et c'est bien, j'aime bien prendre la métaphore des cordes, quoi. Si on peut être une harpe, j'aime beaucoup la harpe, c'est très élégant. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment je vais me mettre en musique? Et la joie, c'est ça, c'est une symphonie, c'est la musique de l'harmonie, c'est la musique de nos cœurs, de notre âme, pour ceux qui croient en ces choses-là. Oh que oui. Comment on fait pour se reconnecter à son âme quand on voit son rêve déchu à l'âge de 20 ans? Ah, à l'époque, à l'époque, je parlais pas du tout de ces choses-là, et pourtant j'ai toujours été attirée par la spiritualité, mais dans l'armée, j'avais complètement enfoui ça. Eh oui, Et en fait, là, pour le coup, ça a été, il y a eu ça a été très rationnel, en fait. Quand mon rêve de devenir pilote s'est effondré, brutalement, en fait, déjà, j'ai senti cette frustration, et clairement, je me suis dit: «Mais attends, tu as 20 ans, tu vas pas vivre frustré, quoi». Bon, personne me l'avait jamais dit, j'avais pas parlé avec des adultes de tout ça, c'était vraiment, moi avec moi-même, mais intuitivement, déjà, je me suis dit: «C'est pas possible, c'est pas la frustration, c'est horrible». C'est ce qui conduit au pire. La frustration mène à la colère, et derrière la colère, il y a la haine. Et je pense que si déjà on arrivait à résoudre nos frustrations, le monde s'en porterait beaucoup mieux. ouais. Et, euh, et du coup, j'ai eu cette intuition-là.
Et après, de façon très rationnelle, je me suis dit, bon, bah, je vais pas rester dans l'armée de l'air, donc qu'est-ce qui me reste comme possibilité? Et j'avais cette porte qui a été la gendarmerie. Et derrière, après, voilà, c'est l'histoire que j'ai racontée, jusqu'au jour où à un moment, je me suis dit, parce qu'après, c'est des choses qu'on me proposait, c'est des choses qui étaient là sur le papier, qui sont rassurantes, parce que mine de rien, on reste dans Ah un oui. cadre. Et là, en plus, tu vois, enfin, pour ramener la situation dans laquelle on vit, de pandémie qui dure maintenant quasiment depuis 1 an, on voit bien que plus rien ne tient, tout s'effondre et c'est hyper anxiogène, c'est très perturbant. Mais en même temps, moi, tu vois, cette vie d'aventurière que je vis, et c'est pour ça que quelque part, j'arrive à bien gérer cette pandémie, c'est-à-dire que tu me dis ce que je vais faire dans 3 semaines, j'en sais rien, quoi. Tu vois, je suis partie en Équateur, là, c'était mon dernier truc, je me suis décidée 10 jours avant, quoi. Je me suis dit, à un moment, il y a un truc qui m'a appelé, tu parlais aussi d'appel intérieur, je fonctionne comme ça. Il y a un Ouais. truc qui m'appelle, je réponds, j'y vais. Parce que après aussi, je me suis construit une vie où je peux facilement me libérer et je peux le faire, quoi. Euh, mais voilà, en fait, attends, pourquoi je disais tout ça? Oui, et en fait, à un moment, quand j'ai vraiment radicalement changé de vie, je me suis dit, je sens que c'est ma voie. C'est le truc, voilà, devenir aventurière et derrière il y avait écrire aussi, donc devenir écrivaine. Alors que je suis de formation scientifique, il y a personne dans ma famille qui est dans ce milieu-là. Ma mère est indonésienne, c'est moi qui ai appris à parler et à parler français à ma mère, qui lui a appris à lire, à écrire. Mon père était jamais là, donc voilà. Enfin, j'ai grandi en Picardie. Enfin, il y avait rien qui me prédestinait à tout ça, quoi. Et à un moment, je me suis dit, peu importe, je veux faire ça. Je le veux, j'ai ce désir. Et je pense qu'en fait, on sous-estime la puissance du désir. Après, tout le reste, le comment, voilà, on va se donner les moyens, quoi. Mais à un moment, le désir, il est tellement fort et puis à un moment, on sent, il y a de la fluidité après qui se crée dans la vie. Et tu vois, à un moment aussi, je me suis dit, je vais faire confiance. Et je me souviens, il y a une personne qui m'avait dit, quand j'ai changé de vie, qui m'avait dit, c'est fou avec toi, quand on te parle, on a l'impression que rien peut t'arrêter. Parce que t'y crois, quoi. Tu sais pas comment tu vas faire, mais tu t'y vas. Et j'ai toujours continué comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des fois j'ai des doutes et j'ai des downs. Et bien sûr, il y a des fois, bah, quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé en Turquie, il y a 1 an et demi, j'étais de nouveau au fond du trou et je croyais plus en ce que je faisais. Et en même temps, voilà. Après, j'ai appris aussi par les épreuves que voilà, la vie nous met des obstacles, des épreuves, etc. On peut pas changer. Il y a des choses qu'on peut pas changer. On peut pas changer un handicap. On peut pas changer une personne, un de nos proches qui est malade ou qui meurt. On peut pas changer la pandémie. Mais par contre, on peut changer le regard qu'on a sur les choses. Et ça, Écoute, c'est le plus beau pouvoir qu'on ait. C'est le libre arbitre. ouais, c'est exactement ça. Face à une situation qu'on ne maîtrise pas et notre ego voudrait qu'on contrôle tout, ce qui est absolument impossible. Est-ce que j'ai des leviers d'action sur cette situation? Si oui, je dois y aller avec intensité, véritablement. Et si je ne peux pas, j'ai 2 choses à faire potentiellement. Comme tu le dis très bien, changer mon regard, c'est une des possibilités. Et si je n'arrive pas à changer mon regard, parce que changer mon regard, ça peut passer par l'acceptation que tu évoques, mais au niveau encore supérieur, le fait d'apprendre à aimer la situation, ce qui n'est pas toujours facile pour tout le monde. Et si j'arrive pas ni à accepter ni à apprendre à aimer, j'ai parfois, alors des fois on ne peut pas, mais la possibilité de quitter la situation et d'aller en vivre une, mais en passant par toutes ces étapes-là. Et ce qui est très important dans ce que tu dis, c'est que je sais que là, dans le chat, ou les personnes qui regardent cette vidéo, il y a qui se disent ouais, c'est bien beau, mais il faut bien vivre, il faut une sécurité, etc. Et en fait, il y a j'ai une phrase en tête là-dessus qui est que si on sacrifie un peu de liberté pour de la sécurité, on finira inexorablement par perdre les deux. Et en fait, si je sacrifie un peu de ma liberté pour un peu de sécurité, je finirai par perdre les deux. La sécurité ne peut pas nous driver en tant que telle parce qu'elle est animée par les peurs, les doutes, l'ego. L'ego qui est là pour nous aider juste à stagner, nous maintenir là où on est. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais pas aller vers l'évolution en réalité, quoi. Et Dieu sait que ça peut être difficile de s'engager vers ce chemin de la liberté dans la société dans laquelle on est, globalement incertaine, et de savoir que dans ce champ des possibles de l'incertitude, c'est pas dramatique l'incertitude, c'est le champ des possibles, et on peut
comme toi, j'imagine, y faire de magnifiques rencontres. Tu parlais de non-bouddhistes, etc., et de tellement d'autres personnes, y faire de magnifiques rencontres, tout comme de moins bonnes, et je le regrette pour toi en Turquie. Mais si la vie nous amène ces éléments-là, c'est certainement pas pour rien, selon moi. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est qu'à un moment, c'est compliqué bien sûr, et puis bon, bah, après aussi, hein, après moi j'ai eu un suivi thérapeutique, pour gérer le stress, post-traumatique, hein, qui a suivi cette agression et c'est vrai que le psy me disait, que «ma chance» entre guillemets, c'était que j'avais une sorte de socle émotionnel assez solide parce que j'ai eu une enfance équilibrée. Alors, j'ai pas eu une enfance facile non plus parce que bon, ça c'est des histoires avec mes parents, mais bon, mais globalement voilà. Et c'est vrai qu'après, l'essentiel aussi, c'est dans ces cas-là, c'est de savoir s'entourer de Hmm. bonnes personnes en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé après mon agression, qui a été vraiment un truc très très compliqué. Être entouré des bonnes personnes, du coup avoir des conseils, des personnes qui nous aiment en fait. Et ça m'a vraiment aidé à repartir. Mais pour tout, mon changement de vie était compliqué parce que personne me comprenait. Donc j'étais très seule. Même ma mère ne me soutenait pas du tout à cette époque-là, quoi. Elle, Hmm. tout ce qu'elle voulait, c'était savoir quand est-ce que j'allais avoir des enfants, quand est-ce qu'elle allait avoir les petits enfants, et puis comment tu vas gagner ta vie. Tu parlais Bien sûr. justement de cet aspect matériel et Oui, financier oui. qui est pas négligeable parce qu'évidemment, comment faire pour réaliser ses rêves à un moment donné, l'argent est essentiel, hein, et ça c'est on en fait un tabou, on parle pas d'argent, on parle peu d'argent, mais clairement on peut pas faire ces choses-là si on n'a pas d'argent. Bah, Après le truc c'est c'est une question que Stéphane nous a posée dans le chat tout à l'heure. Comment tu ouais. t'es financé au départ? Et tu vas pouvoir nous en parler. Et c'est pour moi, puisque on parle en filigrane de spiritualité depuis tout à l'heure, comment ta vision à toi permet de connecter spiritualité et matérialité, parce que pour moi, l'un et l'autre sont pas antagonistes. Et Mmh. si on est trop dans le matériel, on perd une partie de ce que la vie peut être. Et si on s'échappe trop là-haut, on perd une partie de ce que la vie peut être également. Tu peux nous en parler un petit peu? Ah complètement, parce que c'était une grande question, une grande réflexion, surtout qu'en plus, quand tu es dans les milieux spirituels, bah, il y en a qui pensent que l'argent c'est sale et cetera, et il y a un tabou. Et notamment en France, hein, c'est ce que j'ai Oui, remarqué par oui, rapport à, tu vois, les sociétés nord-américaines par exemple, où ils sont complètement décomplexés par rapport à ça. Ils ont une démarche entrepreneuriale qui est beaucoup plus, évidente. affirmé. Et en fait, et justement, en fait, tu vois, c'est dans mon premier voyage, quand je bascule en Alaska, je rencontre un messager d'un peuple autochtone, le peuple Aléoute, donc qui est un ancien qui a vécu de façon très traditionnelle sur une île, une des îles aléoutiennes. Et on en était venu à parler de ces choses-là. Et il avait une belle métaphore. Il me dit que selon les croyances de son peuple, on considère qu'on est des oiseaux. Un oiseau, pour voler, il faut deux ailes. Il y a une aile qui est reliée à la spiritualité et l'autre qui est reliée à la matérialité. Et l'une ne va pas sans l'autre. Soit il nous manque le côté spirituel. Alors spirituel, c'est le côté, voilà, la Mm. conscience de l'autre, faire les choses, ouais, faire les choses en amour et en conscience. On va dire, on peut résumer la spiritualité comme ça. Euh, alors soit on a que ce côté-là, mais si on n'a pas le matériel, bon bah comme tu dis, on est complètement déconnecté. Et puis comment on fait pour mener nos projets? Comment on fait pour transmettre? Comment on fait pour être ancré? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est l'ancrage matériel et on est des êtres physiques. Voilà, je suis faite de matière au même titre que la table. Voilà, on est fait de molécules, quoi. On n'est pas des êtres physiques pour rien. Oui. Et à contrario, si on est uniquement matériel, ben en fait, on voit bien qu'à un moment, ben on est en perte de sens et on sombre, ouais, absurdité de la vie, donc déprime, voire dépression, et voire jusqu'au drame, quoi. Mm. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver. Et moi là-dessus, ouais, je suis très au clair là-dessus. Et comment j'ai fait concrètement pour revenir à ça, c'est que quand moi j'ai démissionné, j'avais déjà travaillé pendant 10 ans, j'avais des économies. D'accord. Mais malgré cela, parce que j'avais aucune perspective de faire un métier, je savais pas ce que j'allais faire derrière.
quand je pars pour mes 6 mois en Sibérie et en Alaska. Et en fait, je me suis dit, je sais pas comment m'est venue l'idée, mais j'ai déjà eu l'idée du sponsoring. Oui, Alors qu'à l'époque, donc on est en 2011, ça existe évidemment, mais c'était pas trop développé sur Internet, tout ça. Et puis du coup, je vais chercher des sponsors. Et en fait, donc je suis originaire de Picardie, je suis née, j'ai grandi là-bas. Et je vais chercher, plutôt que chercher les grosses entreprises où je savais très bien que je pourrais pas les toucher parce que j'étais personne, je venais de nulle part, j'étais pas connue du tout. Je me suis dit, je vais démarcher les PME, les petites entreprises de ma région. Je suis une nana, je suis une fille du cru, donc mhm, ça va faire du sens. On communique sur la nature parce que voilà, c'était mon truc d'aller vivre dans la nature, parler des traditions. Et en fait, j'ai trouvé une entreprise qui est à 3 kilomètres de là où j'ai grandi, qui produit des cadenas et des serrures, qui s'appelle Tirard, qui m'a soutenue pour ce premier voyage et qui m'a soutenue ensuite régulièrement, qui est devenu mon premier sponsor dans tout ce que j'ai fait. Et donc c'est comme ça que j'arrive à financer concrètement mes expéditions. Et quand je rentre, en fait, donc au tout départ, quand je suis rentrée, ça a été compliqué parce que venant du public et de l'armée, enfin bon, c'est voilà, il y a la paye qui tombe à la fin du mois, on n'a aucun effort à faire. J'ai jamais appris à me vendre, à communiquer, à parler au monde de l'entreprise, à savoir combien je valais. Bah, parce qu'à un moment donné, c'est la démarche entrepreneuriale, c'est je donne une conférence, combien ça vaut? Et c'était hyper tabou et voilà, j'ai pas grandi dans un milieu comme ça. Et donc, pendant 2 ans, 3 ans, je me suis expatriée en Pologne parce que la vie était moins chère, le temps justement d'apprendre. Et en fait, je me suis inspirée d'une personne qui était là-bas, qui travaillait pour le réseau des alliances françaises et qui travaillait beaucoup avec le monde des entreprises pour financer des projets culturels. Et donc, j'ai appris sur le tas, j'ai commencé à travailler pour cette personne et puis voilà, après je me suis plantée, j'étais hyper mauvaise au départ. Mes conférences, si je les revoyais, je pense que j'aurais honte de ce que je dis, de mon, de la forme et du fond. C'était pas du tout structuré. Mais c'est comme ça qu'on apprend et petit à petit, après j'ai écrit mes livres. Donc tout s'est ajouté en fait. Et comme tu disais, pour revenir à ta règle des 3 P, c'est petit à petit quoi. et c'est ça. Et puis après voilà, la visibilité sur les réseaux, même si c'est pas ma priorité, mais je communique aussi sur les réseaux sociaux. Hmm. Ouais, donc c'est vraiment petit à petit et c'est souvent des choses qu'on n'ose pas. J'aime ton exemple parce que c'est souvent des sujets qu'on n'ose pas aller faire quand on est, je pense potentiellement à des gens qui peuvent assister à cet échange, qui sont indépendants, solopreneurs, infopreneurs. Aller voir notre propre réseau proche dans un premier temps, Ouais, plutôt que de se dire ah il faut que j'aille taper des gros ou que j'aille chercher des prospects que je connais pas. Et moi, dans les premiers masterminds dans lesquels j'ai été pour développer mon activité, c'est un des conseils qui m'a été donné, auquel bizarrement j'aurais jamais pensé. Et en fait, ça m'a permis de lancer véritablement plein de choses très intéressantes. Donc aller près de soi et regarder près de soi. Et dans ton exemple à toi, ce qui est chouette, c'est que c'est regarder tout près de toi où tu étais, où tu as grandi, qui t'a permis d'aller loin et rencontrer d'autres personnes. Ça fait une belle ouais. si je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est la proximité en termes de réseau de connaissances. Donc, ouais, il faut demander. Ça, c'est la clé aussi, c'est de demander, quoi. Parce qu'en fait, moi, au départ, j'avais peur de demander, parce qu'on parle souvent des peurs, mais parce qu'il y a de la honte, machin, on a peur de... Ouais, mais après, à un moment donné, si on ne demande pas, on pourra pas savoir. Et au pire, c'est un non, et des noms, voilà, on s'en prend des dizaines et des centaines. Et alors, c'est pas grave. Ouais, Et puis en plus, le pire, c'est que moi, je sais qu'il y a des personnes qui croyaient pas en moi au départ parce que j'étais personne, parce que j'avais rien écrit, j'étais pas encore publique, et aujourd'hui qui reviennent vers moi, qui se souviennent de moi. Donc c'est jamais perdu. Donc il y a mmh, cette proximité-là, et puis la clé aussi, c'est la proximité en termes de valeurs. C'est-à-dire que moi, je ne travaillerai jamais avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs que moi. Même s'ils font des choses, je veux dire, mon sponsor principal fait des cadenas et enfin c'est de la serrurerie, ça n'a rien à voir avec le milieu de l'aventure. Mais on partage les mêmes valeurs qui sont cette connexion à la nature, ces valeurs humaines, l'authenticité, cette curiosité de l'autre, des différentes cultures. Donc voilà. ouais. L'authenticité, ouais, ça c'est très important aussi pour moi. Être authentique, être soi. Être soi face à l'autre et percevoir l'authenticité de l'autre. Et
J'aime l'idée effectivement qu'on se rassemble pour des valeurs, qu'on se sépare pour des valeurs, qu'on éloigne des gens naturellement sans s'en rendre compte parce que nos valeurs sont différentes et du coup d'être pleinement en paix par rapport à ça. Parce que potentiellement, lorsqu'on veut entreprendre, et là je reviens sur le côté matériel, ou développer de l'activité, du business et se faire connaître, au départ on pourrait avoir tendance à dire, allez, il faut que je connecte avec tout le monde, que je montre une image qui va bien à tout le monde, mais finalement c'est pas une solution parce que euh, au plus et au mieux je dis de qui je suis, au plus et au mieux je connecterai avec des gens qui vont vibrer, pour reprendre ton terme là-dessus. On a Fabien qui nous précise quand même dans le chat quelque chose d'important. Est-ce que tu peux rebondir dessus, puisque tu es aussi égérie de mode. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? C'est une expérience, sérieusement. Entre le matériel et le spirituel, ça doit certainement être une expérience. Ah oui, ça c'est sûr. Non, alors ça fait partie des choses. Justement, quand je parlais de faire confiance à la vie, à l'univers, voilà ce qu'on veut, on l'appelle comme on veut, mais à ce truc qu'on ne perçoit pas, mais qui est là. C'est des contrats qui me sont tombés. Donc le premier, en fait, c'était pour Simone Perel, donc une marque de sous-vêtements français, qui cherchait en fait. Aujourd'hui, en fait, les marques cherchent des vraies Mhm. figures en fait. Enfin, Mhm. je dis attention, je dis pas que les mannequins sont pas des vraies figures, mais des personnes avec un parcours qui incarnent des valeurs, en fait, justement, parler des valeurs. Et donc du coup, j'étais égérie pour Simone Perel. Et l'année dernière, je crois, c'était il y a 1 an et demi, pour la marque de luxe Chloé. Parce Ok, qu'en fait, ils sortaient un parfum qui s'appelle Nomade. Et donc, pour le coup, ça correspondait parfaitement à ce que je faisais. très bien, très bien. Et encore une fois, c'est là où on voit la connexion liée à l'authenticité. Ouais, ouais, ils cherchent. Bah après, faut pas se leurrer, il y a le côté marketing hein, derrière, mais ils cherchent des histoires en fait, mais des personnes qui ont un vécu et qui incarnent en fait. Et, euh, et, et voilà, voilà. Pour moi, c'est important quoi. C'est souvent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer que ce soit les conférences, parce que là on parle de voilà, le milieu des conférenciers, mais Mhm. je sais pas, écrire un livre, par exemple. Je sais que des fois, on me demande comment on écrit un livre. Moi, j'ai rien à raconter. Et je dis, mais tu rigoles. On a tous une histoire. On est tous uniques. On a Oui, tous une oui. histoire à raconter. Et au plus, et ça, on le voit justement quand on écrit des livres ou même quand on écrit des scénarios pour des films ou des documentaires, parce que j'ai travaillé aussi pour des documentaires. Au plus on est personnel, au plus l'histoire va résonner, au plus elle est universelle. Et tout le monde a une histoire à raconter, et c'est là où l'authenticité est importante. Il faut pas vouloir faire comme les autres. Non, si par exemple moi je voulais écrire comme je sais pas, Marc Lévy qui vend énormément de livres, ouais ok, mais Marc Lévy il existe déjà. Donc pourquoi sa place c'est sa place à lui quoi, c'est pas la mienne. Mhm. Donc à un moment être authentique, c'est être soi, et c'est se dire qu'on a quelque chose de particulier tous, qui que ce soit, quoi. C'est ça, c'est ça. Et c'est de l'identifier pour moi à travers une fine connaissance de 4 dimensions, notre vision, d'où on veut aller, notre mission face à cette vision, en dessous nos principes, sous-tendus par nos valeurs. Comment tu fais pour identifier euh, les valeurs d'éventuels partenaires qui pourraient te sponsoriser, de personnes que tu rencontres dans des domaines transculturels? Euh, Est-ce que ton intuition t'aide à identifier ça et ou est-ce que tu t'appuies sur d'autres choses? Tu parles en termes de partenariat? De partenariat ou même de tout type de relations humaines, comment arrives-tu à, je pense que c'est une question qu'on peut tous se poser, à identifier véritablement ce que sont les valeurs des personnes qu'on a en face de nous? Euh, alors, comme tu le dis, moi du coup, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur mon intuition et sur ma sensibilité. Donc, en fait, en gros, t'as le premier contact. Et en Bien. général, mais je pense que tout le monde s'est dit ça. Je le savais, j'aurais dû m'écouter. On le sent, quoi. On le sent dès le départ. Après, on peut se planter après, mais c'est parce que justement, on On a s'y est pas rementalisé. suffisamment écouté. Ou le rationnel a pris, comme tu dis, la raison a repris le dessus. Mais la première impression, le premier feeling
et il est très important. Il est très très important. Donc déjà il y a ce côté-là. C'est ce que j'utilise quand je voyage, où à un moment, ouais, tu sens que cette personne-là, tu peux lui faire confiance, ou cet autre-là, tu le sens pas. Tu vois, quoi. En plus, je voyage seule, quoi. J'ai toujours voyagé seule, donc je suis une femme, donc forcément il y a une prise de risque. Et malheureusement, bon bah des fois ça arrive. C'est ce qui s'est passé en Turquie, et ça a été un gros travail d'acceptation, de me dire qu'à un moment, même si j'étais sur cette voie d'écouter mon intuition, bah à un moment j'ai j'ai fait une erreur. Bien sûr, à un moment, il y a un truc qui fait que j'aurais peut-être pas dû aller là-bas à ce moment-là, dans ces conditions-là. Mais à un moment aussi, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça qu'on apprend, et il faut surtout pas culpabiliser. Ça, c'est un gros travail quand on se fait agresser. J'ai découvert ça. Il y a la culpabilité qui vient, mais c'est pas nous. Enfin, c'est pas aucune victime n'est coupable. C'est l'auteur des faits qui est coupable. Mais Absolument. du coup, donc tu vois, il y a ce premier feeling qui est essentiel. Après, voilà, ça demande du temps, de l'expérience, et y compris des erreurs pour l'écouter. Et puis après, les valeurs, bah, comme tu vois, tout à l'heure, je parlais il faut oser demander. Bah, en fait, il faut parler, il faut discuter. Et quand je dis parler, c'est écouter les gens. Surtout. Savoir écouter, ça se révèle, hein. C'est Oui. hyper facile de connaître les valeurs d'une personne. On sent les choses. Et tu vois, je sors d'une formation, la formation que j'ai faite en Équateur, où en fait, tu vois, on est certifié pour être professeur de tantra yoga. Donc en fait, c'est une forme de yoga. Alors, je précise, le tantrisme n'est pas réduit à la sexualité. Non, non, C'est non. en gros 1% de la pratique du tantra. Le Mm. tantra, en gros, pour en Oui, parler rapidement, définis-le pour l'audience. donc c'est une pratique qui nous vient de l'Inde, en fait, une branche de la spiritualité, de la sagesse indienne. Et en gros, pour le définir simplement, on a tous des polarités, féminin, masculin, le bien, le mal, le yin, le yang, voilà. Et en fait, c'est apprendre à danser avec ces polarités. Donc en fait, il y a cette image de de comment je peux dire ça? Ça s'entrevoit, ça se tisse. C'est-à-dire qu'on n'exclut rien en soi, on n'exclut pas sa part masculine ou sa part féminine, mais on apprend à danser avec les éléments, y compris avec ce qui nous entoure, avec ce qui nous arrive de bien, mais ce qui nous arrive de mal. Il y a vraiment ce rapport à la danse qui est très important. Et d'où, en fait, pour la petite anecdote, pourquoi on réduit le tantra à la sexualité, mais la sexualité, c'est ça, c'est une union entre le féminin et le masculin qu'il y a en chacun de nous. C'est même pas une question de genre d'ailleurs, c'est voilà, le féminin qu'il y a en une personne et le masculin qu'il y a en l'autre personne, et c'est cette union qui se caractérise pour le coup physiquement. Mais c'est beaucoup plus large. Le tantrisme, c'est vraiment cette union au sens des énergies. Et tout ça pour dire que oui, pour revenir à ce qu'on disait, je sais plus ce qu'on disait du coup. On parlait d'être. Et Euh, justement, il y avait le sujet de la culpabilité face à ce qu'on a pu vivre. ouais, ouais. Bon, j'ai perdu le fil, mais en gros, C'est pas grave en soi, Linda, t'inquiète pas. c'est parce qu'on est dans non, justement, on est dans la fluidité de l'échange. Mais Du coup, je suis sûr que ça va te revenir. Je voudrais partager quelque chose parce que tu as évoqué justement la culpabilité face à un événement difficile, et je voudrais en profiter parce que moi, c'est un modèle qui me parle beaucoup. Je voudrais t'entendre là-dessus, qui est le modèle de l'échelle de conscience de Hawkins, qui notamment dit que quand on vit la culpabilité, c'est des émotions qui sont en termes de vibration parmi les plus basses qui soient, et ça ne nous aide pas. Et en fait, tu vois, là, juste au milieu, Hawkins nous dit qu'il y a une émotion qui correspond au niveau global de l'humanité, qui est celle du courage, et tu vois vers où ça va nous amener petit à petit. ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque? Et notamment, possiblement, culpabilité, courage, bref, le champ est libre. Ouais, je connaissais pas, tu vois, cette échelle, donc je trouve ça très intéressant, très très juste. Justement, ouais, en termes de, alors les vibrations, ils les expriment en quoi? C'est quoi les chiffres en fait? En fait, c'est la mesure que lui-même a fait, mais on est bien sur des mesures de vibration, je pense, telles que toi, tu l'entends. C'est-à-dire D'accord.
en termes de vibration telle que toi tu l'entends. J'ai pas l'unité, mais c'est une mesure qu'il a fait et qui, si elle est pas avec un chiffre scientifique, nous permet au moins de voir les écarts, tu vois, du 20 en bas à Oui. 7 000 en haut et de mesurer de l'un à l'autre, de comparer de l'un à l'autre, je dirais. Mais alors, et je suis totalement d'accord quand je vois la haine au plus bas, parce que moi j'ai éprouvé Mmh. de la haine et de la colère, mais surtout la haine. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que forcément, quand quelqu'un veut nous tuer, on va pas dire qu'on l'aime. Ça, c'est très compliqué, mais du coup, j'avais cette haine et à un moment, j'ai senti que, donc c'est ce qu'on peut traduire en termes de vibrations négatives, mais en termes d'énergie négative, c'est-à-dire que la première personne que ça nuisait, en fait, c'était moi. C'est-à-dire que ça me rongeait intérieurement, c'est un poison, en fait, et Mmh. la colère également. Mais le problème, autant la colère, je dirais que la colère est pas quelque chose, en fait, j'aime pas définir, les choses en termes de aujourd'hui, en termes de négatif ou de positif, parce qu'en fait, il y a toujours il y a des 2 en fait. Et là, C'est-à-dire que et là, c'est vibration basse, c'est vibration haute, même s'il y a des ouais, coups. Pour le coup, on n'est pas oui, en opposition. ouais, exactement. Mais c'est pour ça que je regardais, et c'est intéressant parce que la colère, on peut dire: «Oui, c'est pas bien d'être en colère». Non, c'est très sain d'être en colère. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, C'est de il y a un enseignement qu'on doit tirer, et quand il y a colère, il y a un mouvement. Or, il y a la haine pour le coup, il y a c'est contre c'est soi contre soi en fait, et c'est très, très, très destructeur. mmh, Et puis après, je regarde, oui, tu as l'amour, l'amour, c'est vraiment, pour moi ce qu'il y a au plus haut, quoi. C'est mmh. la joie, l'amour, la joie, la paix, ouais. Alors lui, il C'est considère très drôle. Hawkins que dans le niveau d'illumination, il considère qu'il y a 2 personnes sur la planète qui y sont potentiellement pas plus, heu, juste pour pour l'apport dans son modèle à lui. En tout cas, moi, ce que j'aime avec ce modèle-là, pour les gens qui nous regardent, c'est, mettons de la valeur sur, tiens, où est-ce que moi j'ai le sentiment que j'en suis dans ma vie là-dessus. Il s'agit pas de prendre ce type de grille pour argent comptant, c'est juste de regarder et de se dire, tiens, moi j'ai le sentiment que j'en suis où? Est-ce que j'ai envie d'évoluer par rapport à ça ou pas d'ailleurs? Mais encore une fois, pour moi, ça peut juste nous aider à mettre un peu de conscience et une conviction que j'ai, qui est pas une vérité en soi, c'est que dans tous les cas, c'est parce que tu avais cité tout à l'heure culpabilité. Culpabilité et honte nous font du mal parce que c'est nous qui nous infligeons une double peine à l'issue d'un événement qu'on a perçu négativement. Ouais, et en plus, il faut, enfin, culpabiliser, ça sert à rien. C'est ça. OK, à un moment, qu'est-ce qu'on fait? Et quand bien même on a fait une erreur, parce que, bah, oui, oui, on fait des erreurs, ben, et alors? On est humain, quoi, c'est comme ça qu'on apprend. C'est la vie, le sens de la vie, c'est de la vivre, c'est l'expérience même de la vie. La vie Mmh. est une expérience. La seule erreur pour moi, c'est de ne rien faire. Ouais. Mmh. C'est d'attendre. Ouais, et j'observe qu'il y a des humains qui, et des leaders qui restent dans l'attente et dans le fait de ne rien faire par perfectionnisme. Tu sais, quand tu veux vraiment être dans la perfection, du coup, tu dis ah ouais, mais si j'y vais, ça sera pas top, et s'il se passe ça, ça sera pas top, etc., etc. Moi, quand j'ai fait une thèse de doctorat en psychologie du sport, je l'ai commencé en même temps que d'autres camarades, et il y en a au moment où on était au moment de rendre, c'est-à-dire enfin d'y arriver, d'accoucher. Ah oui, mais il y a telle étude qui est arrivée qui dit que ça, donc ça remet en cause. Ah oui, il y a ça, et ça peut être indéfini. Et pendant ce temps-là, on est dans l'attente et dans la stagnation. Donc, je pense comme toi que s'engager, et en plus tu l'illustres à travers tes aventures, se mettre à marcher, à aller découvrir, c'est le meilleur moyen de vivre la vie, ce qu'elle a à nous offrir, que ce soit positif ou pas, ça sera constructif dans tous les cas en fait. Et la Ouais, perfection pour moi, c'est un poison à l'action. Est-ce que toi tu le ressens? Comment la tu vis ça? j'ai pas entendu ce que tu as dit, qui était un poison à l'action. La perfection pour moi, la quête de Ah perfection. oui, mais la perfection, elle n'existe pas. En plus, elle est vraiment ni humaine, ni mécanique, ni quoi. Heu, à un moment, c'est vrai, et là je discutais une fois, j'avais rencontré un photographe, qui faisait la photographie animalière, et qui me dit: «Oui, mais les gens, tout le monde n'aime pas ce que je fais». Je dis: «Mais et alors?» Heureusement. C'est normal, quoi, enfin, et on est tous différents, donc et le principal, c'est de trouver justement les gens qui vont aimer. Il y en aura toujours. Donc la perfection, moi j'ai aussi, enfin voilà, on aime bien, évidemment il faut fignoler les choses. Par exemple, quand j'écris, je vais quand même passer un certain temps à relire, mais à un moment,
Il faut savoir dire, bon, bah, stop. De toute façon, c'est quoi la perfection? Franchement, moi, je sais pas ce que c'est. Si, peut-être la nature. La nature est. Pour moi, la perfection n'existe pas comme toi. Et pour moi, dans ma définition, je te la propose et tu disposes. L'excellence, c'est la capacité de faire de mon mieux. Et à mon Ouais, avis, avec ça, je serai dans le juste et je serai dans le bien-être et j'obtiendrai des résultats. En ayant juste cette exigence de faire de mon mieux, mais de le faire intensément, d'optimiser ce que je suis avec mes atouts et mes limites en même temps, quoi. ouais, je suis totalement d'accord avec toi, faire de son mieux et puis à un moment, et apprendre. Ça, c'est aussi la clé, c'est-à-dire que la vie est hyper bien faite. Bah, justement, tu as fait un doctorat en psychologie, tu disais, donc tu vois les schémas de pensée, donc on s'enferme et la vie, elle va toujours nous renvoyer la même épreuve tant qu'on n'a Oui, pas oui. appris. Donc il y a un moment, c'est ça, c'est et tu parlais de l'échelle de conscience, c'est comment on gagne en conscience? Ben, à un moment, voilà, on prend du recul par rapport aux choses. Prendre conscience des choses, c'est porter un nouveau regard sur les choses, percevoir ce qui est et il faut prendre un moment de la distance. Donc soit on arrive à le faire soi-même, soit on se fait accompagner par un thérapeute, un psy ou autre, ou soit, on va dans la jungle et on prend, des plantes et ça marche aussi, quoi. Beaucoup de accompagnement. Chacun a ses méthodes, mais du coup, apprendre. Mm. Apprendre de ses erreurs, prendre le temps et puis, c'est ce que je disais à une amie, il y a pas très longtemps qui vit une période difficile, on parlait de culpabilité, j'ai dit: «Mais prends ton temps, ne culpabilise pas parce que tu vas pas mieux tout de suite, quoi, c'est pas grave, quoi, c'est normal, tu es triste, tu es en colère», on parlait de tout ça, c'est normal, ne culpabilise pas, quoi, c'est normal et il faut pas, voilà, à un moment, il faut savoir aussi prendre son temps, même si, on vit dans une société où tout va vite ou peut-être même trop vite, très vite et parce qu'il y a le changement qui est là et la pandémie aussi, ça a été un des enseignements, bah, à un moment, se poser, regarder, observer et moi je fais beaucoup de méditation depuis des années, c'est ça, c'est observer, quoi. Mm. Mm. Savoir observer sans juger, c'est juste observer, quoi, comme on observe les nuages. Ouais, c'est ça. Parce que masque ou pas masque, vaccin ou pas, gouvernement ou pas, c'est nous qui envoyons, projetons un flot de pensée dessus. Par essence, on aura raison. Et on aura raison avec la pensée qu'on envoie. Et si je suis juste dans l'observation neutre de tout type de jugement, ça va être beaucoup plus simple. Et puis surtout sur la question du temps que tu évoquais à ton ami qui le culpabilisait, le temps est tellement quelque chose de relatif. Et Mmh. ce qui fait qu'on est la plupart du temps tiraillé et mal dans la vie, c'est que on a des pensées qui vont abusivement vers le futur ou abusivement vers le passé, en mode regret, j'aurais dû blabla, ou en mode j'ai peur de pas y arriver, etc., en oubliant que quand je suis ici, c'est juste magnifique parce que ce temps-là, c'est le temps, pour le coup, de l'action qui me permettra de construire la suite, mais la suite, en fait, elle se mettra en œuvre au futur moment présent de la suite. Et en fait, plus on se met en paix avec le temps dans cette société dans laquelle où on nous demande d'aller vite, d'être dans l'urgence, de répondre à tout, plus on sera, parce que pour moi, c'est vraiment une quête, c'est ma quête, et dans le bien-être, et dans la performance et dans l'excellence. Donc ce juste retour au temps, il est tellement important, en fait. Est-ce qu'il y aurait une dernière idée que tu souhaiterais partager avec nous? Heu, non, je dirais, voilà, on parlait de vibration, bah, voilà, vibrons, trouvons notre joie, et la joie, voilà, sourions. Ça commence aussi par le corps. Il y a des fois, on n'a pas envie d'être en joie, bah, faut sourire. Voilà, le corps va envoyer le message à l'esprit, au mental et dire: «Ouais, vous avez pas envie de vous lever le matin, bah, commencez par sourire». On se sourit à soi-même et puis surtout, merci à la vie. Parce que chaque Mm. matin, en fait, on n'y pense pas, mais on respire et on est là et on n'est pas là pour rien. Absolument. On est là pour vivre cette expérience telle qu'elle nous est présentée, comme toi, à travers les hauts, les bas que tu as connus et ceux que tu continueras à vivre, chacune des personnes qui les voient ici, et moi également. Le sujet, c'est de vivre ça. C'était vraiment topissime, Linda. Merci beaucoup d'être venue nous partager ta sagesse, ta vision de la vie, ta vision du temps, ta Merci. vision de, je t'en prie, ta vision de ce que c'est que d'être aventurière de sa vie, en l'occurrence, et de marcher pour y aller progressivement. Je vous invite vraiment à vous procurer ce livre qui va être extraordinaire et qui va sortir dans un mois, à suivre tes aventures dans tous les sens du terme. Et si on n'a pas la possibilité de les suivre à distance, de venir
solliciter tes conférences pour pouvoir justement t'entendre en partager tous les bienfaits. Je vous invite vraiment, vraiment dans le chat à, comme je vous ai invité à le faire tout à l'heure pour Régis, à noter, parce que quand vous notez ça, vous l'ancrez plus fortement. Quels sont les messages de Linda qui vous ont particulièrement marqué, impacté, influencé, touché, et sur lesquels vous vous engagez avec vous-même à mettre un peu plus de conscience, puisque c'est beaucoup ce dont on a parlé ce soir. Donc, dans le chat, n'hésitez pas à remercier Linda et à partager, parce que ça vous amène à formaliser justement ce que vous aurez particulièrement retenu. Tu vois, il y a plein de choses qui commencent à dérouler, c'est super. Merci beaucoup, hein. Merci à tout le monde, hein. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager et merci beaucoup à toi, Nicolas. Je t'en prie, avec joie. J'étais ravi de partager ce moment. Je te souhaite plein de bonnes choses dans tes projets à venir et tes aventures dans tous les sens du terme. Et puis, ben voilà, restons tous connectés vers la définition de notre propre leadership. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao. Allez, c'était vraiment extraordinaire, encore une fois. C'est ça que j'aime, c'est que on peut toujours observer le leadership et le fait de s'engager dans les projets sous différents types d'angles. On était dans quelque chose d'un peu plus spirituel là, et j'aime ça parce que la culture initiale qui est la mienne, qui est celle de la performance en sport de haut niveau, et potentiellement d'une forte matérialité, gagne à s'ouvrir à d'autres champs. Et c'était très chouette de voir cette nouvelle tranche de vie, ce nouveau témoignage, pour pouvoir justement apprendre, grandir des expériences des uns, des unes et des autres. Et on a beaucoup reçu ce soir encore avec Régis et avec Linda. On va continuer dès demain soir avec Laura Lange. Laura, c'est une philosophe. Quelle bonne idée d'enchaîner l'intervention de Linda avec celle de Laura demain, où on parlera de philosophie pratique. Laura est également une conférencière Vivavox, et j'ai eu le plaisir hors Vivavox de partager la scène de mon second TEDx avec elle. Ça va être absolument fantastique de la retrouver. Et puis on enchaînera avec Delphine Auger et Pascal Gomez, où on travaillera notamment sur les sujets liés à l'inconscient, avec une phrase clé qui sera: votre inconscient vous permet-il d'être un leader? Donc ça va être super intéressant d'y aller vers ça. Merci de votre présence. On continue à avancer ensemble. Je suis vraiment ravi de partager ces thématiques avec vous, ces 50 nuances de leadership. Je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous demain à 17h pour ces 2 interventions. Je vous dis à très vite.